Nous sommes en 1902, à la Martinique, dans la ville de Saint-Pierre, qui est à cette époque la capitale économique et culturelle de l'île. Surnommé le Petit Paris des Antilles ou encore la Venise tropicale, Saint-Pierre est une ville magnifique et riche, un lieu où il fait bon vivre. Il y a là-bas un théâtre de 800 places construit en 1786, une cathédrale, une chambre de commerce, un jardin botanique, un port, un marché, etc. Aussi, la ville est au pied d'un volcan, la montagne Pelée, soi-disant sans risque pour les habitants, soi-disant. Mais jusqu'à quand? Un jeune homme nommé Louis-Auguste Syparis travaille dans une commune voisine de Saint-Pierre, le Prêcheur, en tant que marin ou cultivateur. Il survit ainsi. Lorsqu'il ne jobe pas, ce dernier va souvent faire la bringue avec des amis et se saoule au rhum. Et justement, nous voici à l'une de ces fameuses fêtes où le jeune homme boit sans compter. Complètement ivre, il commence à se disputer violemment avec un de ses compagnons de beuverie. Et brusquement, il blesse celui-ci avec un couteau. Syparis est très vite arrêté et condamné à 1 mois de prison. On est en avril 1902, et depuis 3 mois, une odeur infecte de soufre a envahi le Prêcheur. Cette odeur inquiète et importune vraiment les préchotins. Vers fin avril, des tremblements de terre, des grondements souterrains sont ressentis dans la région. Et bientôt, rejetée par le volcan, une pluie de cendres s'abat sur la ville. Les habitants du Prêcheur ont de plus en plus peur, et certains commencent à fuir vers Saint-Pierre. À Saint-Pierre, les gens ne semblent pas alarmés par ces nombreux phénomènes dus au volcan et pensent qu'ils n'ont rien à craindre. Ils sont juste un peu intrigués. Seulement, cette insouciance générale ne va pas durer. En effet, le 27 avril, jour du premier tour des élections législatives, les Pierrotins eux aussi sont incommodés par cette fameuse odeur de soufre. Nous sommes dans la prison où Syparis est enfermé, et l'homme a presque fini de purger sa peine. Il est emmené en ville pour effectuer quelques tâches, mais il profite de ce moment pour s'échapper et se rendre à une fête au Prêcheur. Syparis s'amuse et boit du rhum toute la nuit. Pourtant, le lendemain, pris de remords, il décide finalement de se rendre aux autorités. Il est condamné à 8 jours de cachot. Nous sommes au début du mois de mai et la colère de la montagne est de plus en plus intense. Séismes, violentes détonations, éclairs. Saint-Pierre est recouverte elle aussi par la neige de cendres qui atteint plusieurs centimètres. Elle a envahi les rues et a même pénétré les habitations. Face à ce spectacle incroyable, la population est divisée. Certains sont intrigués, d'autres fascinés, mais beaucoup d'entre eux sont terrifiés. D'ailleurs, quelques habitants finissent par plier bagages et s'en aller. Alors que la situation est très alarmante, l'administration souhaite que le second tour des élections législatives ait lieu comme prévu. Parmi les personnalités, il y a ceux qui souhaitent que Saint-Pierre soit évacué et ceux qui s'y opposent. Nous sommes le 5 mai et le barrage de l'étang sec cède et provoque une crue de la rivière. La coulée boueuse descend à une vitesse vertigineuse. Dans sa course, elle détruit la romerie Guérin et tue une 50aine de personnes.
Dans le même temps, des insectes et des serpents venimeux envahissent la ville. Nous sommes le jeudi 8 mai, jour de l'Ascension. Syparis est encore entre les murs de son cachot étroit et sombre. Il attend comme chaque matin qu'on lui porte son bol de nourriture. Mais cette fois-ci, personne ne viendra. Et pour cause, il est 8h02. Dans une violente explosion, une nuée ardente s'échappe du sommet du volcan. Et cette masse noire, gigantesque et brûlante, dévale la montagne à une vitesse folle. Rien ne peut l'arrêter. Elle emporte tout sur son passage. La température de ce nuage est extrême, jusqu'à 500 degrés. Saint-Pierre n'est plus un paradis, mais un véritable enfer. Tout brûle. Les gens, les animaux, les choses. Aucune échappatoire n'est possible. Certains ont essayé de se jeter à l'eau pour se sauver, mais sont morts ébouillantés. Syparis, enfermé dans son cachot, entend cette violente détonation. Il sent le sol trembler sous ses pieds. Dehors, il y a des cris épouvantables. Puis, au bout de quelques minutes, plus rien. Soudain, une fumée noire et brûlante pénètre par la petite fenêtre du cachot. Effrayé, il saute dans tous les sens, à droite et à gauche, pour l'éviter. Mais c'est inutile, sa peau brûle déjà. Il se met à crier à l'aide, espérant qu'on vienne le sauver. Mais dehors, il y a un silence de mort, et plus personne pour le tirer de cet enfer. Nous sommes le 11 mai, 4e jour de son calvaire, où il est resté sans nourriture et devant supporter la douleur de ses profondes blessures. Tout à coup, il entend du bruit près du cachot. Alors, sans plus attendre, il réunit ses dernières forces et se met à hurler, à en perdre son souffle. « Aidez-moi » crie-t-il. Par chance, les sauveteurs entendent ses cris de détresse, et ceux-ci réussissent à dégager l'entrée du cachot. Très vite, ils conduisent le pauvre homme à l'hôpital du Morne-Rouge. Syparis est un véritable miraculé. Les murs épais de son cachot l'ont sauvé d'une fin tragique, contrairement à ces 30 000 victimes qui sont mortes dans des conditions atroces. L'homme est soigné pour ses multiples brûlures, et ce dernier n'en revient toujours pas d'avoir eu autant de chance. S'il ne s'était pas rendu à cette fête, et s'il n'avait pas été condamné, il ne serait certainement plus de ce monde. Après la catastrophe, il est gracié. M. Bailey, un sombre directeur de cirque aux États-Unis, vient à sa rencontre et l'engage. Comme un monstre de foire, l'homme est exhibé avec ses brûlures sur le corps et est présenté au public en tant qu'unique survivant de l'éruption. Pourtant, il paraît que Syparis n'était en réalité pas le seul. Un cordonnier, Léon Compère, ainsi qu'une petite fille auraient survécu eux aussi. Syparis, l'homme devenu célèbre malgré lui, meurt en 1929 à Panama.